Le plus dur est fait, on ne lâchera rien, on a déjà gagné. Solidarité. Salut à tous et bienvenue sur ce 16e Rond-Point 2.0 avec un format un petit peu spécial ce soir, vous allez le voir, puisque c'est pas une émission en direct, c'est une émission préenregistrée. Ce qui s'est passé, c'est que pour faire suite pour l'instant à la va-vite, à la fermeture d'Hangout, du live en multiplex avec le chat et tout ça comme on connaît, eh bien j'ai proposé aux collègues lors de notre réunion de dimanche soir, il y a 2 jours, que l'on définisse ensemble les thèmes de ce soir et que chacun m'envoie sa petite vidéo où il développe sur chaque thème pour que je puisse procéder à ce montage que vous allez découvrir. Alors je vais aussi rappeler le fait que sur ce rond-point, que ce soit lors des directs précédents ou même ce soir, quand l'un d'entre nous développe des arguments, parle de quelque chose, ça n'engage que lui-même. Ça ne veut pas dire pour autant que les autres acquiescent, qu'on est tous d'accord, qu'on est d'accord avec tout ce qui se dit. Non, des fois on n'a juste pas le temps de se contredire derrière, on n'a pas le temps d'affirmer toutes nos contradictions. C'est pas important pour nous parce qu'on n'est pas dans la confrontation, on n'est pas dans le clash, on ne cherche pas à mettre ça en avant, on cherche au contraire à développer une forme de discussion évolutive, constructive. Ensuite, il faut savoir pour la petite anecdote que pour les thèmes de ce soir, du coup, qui sont la fin des idéologies, vers une doctrine gilet jaune et un petit bilan et une perspective sur notre rond-point 2.0 et puis forcément un petit peu sur le mouvement aussi. Donc ces thèmes-là, en fait, nous ont été quand même au départ impulsés, il faut bien le dire, par Mishka, parce que je pense que ça correspond aux réflexions dans lesquelles il évolue en ce moment sur le terrain avec son équipe. Et c'est toujours très intéressant justement de partir de ce genre de retour. En tout cas, ça nous a interpellés, on a décidé de le faire. Mais Mishka n'a pas souhaité s'enregistrer comme ça, comme on l'a fait, et m'envoyer les vidéos, parce que c'est pas son truc. Voilà, il est à l'aise au cours de nos discussions, mais il avait pas trop envie. Mais vous allez voir que... Alors, je m'excuse pour le son, parce que j'ai pas eu le temps, ni j'ai pas trop les moyens techniques de gérer le son là comme ça à la va-vite pour lui. Donc il va falloir tendre un petit peu l'oreille, je suis désolé. Mais vous allez voir que j'ai quand même trouvé une manière de dribbler notre encagoulé de l'Essonne pour qu'il puisse quand même être présent sur notre rond-point 2.0 ce soir. Et je vais donc commencer par... Coupe là, t'es où? T'es dehors là? Je suis en forêt là. T'es en forêt, ok. Dis-moi, qu'est-ce que ça t'inspire en 2 minutes, la fin des idéologies? Les idéologies, c'est de la théorie qui force la réalité et le terrain à s'adapter à ces idées-là. Le libéralisme, c'est on défonce la planète, on endette tout le monde, on rend à la masse de la population. Ça ne marche pas. Le socialisme, la social-démocratie ne fait que le lit du libéralisme. C'est le virage Barrier en 83. Ça respecte pas du tout l'humain. C'est des usines à malheur, quoi. Pourquoi l'idéologie est une usine à malheur? Ouais. Parce que on part de la théorie et on essaye de faire plier la réalité à des idées, alors que ça devrait être l'inverse. En fait c'est grand péché d'orgueil d'orgueil en disant mais moi, même si le mec est génial, il a une idéologie, mais elle est peut-être géniale pour lui, mais après l'imposer à l'ensemble de la société ou des humains, vu notre diversité et vu nos fonctionnements qui sont très différents et complémentaires, et on est riche de ça, hein, c'est clair. On arrive sur l'uniformisation pour que ça rentre dans les moules de l'idéologie, quelle que soit l'idéologie. L'idéologie finalement, elle est absolutiste, elle est hégémonique par nature, puisqu'elle sous-entend que la réalité doit se plier à des idées. Regarde Pol Pot, il écrivait des trucs à la Sorbonne ou à Montparnasse et il a tué la moitié de sa population, quoi. La théorie n'a jamais égalé la pratique. C'est ce que je dis dans une de mes vidéos une fois, que l'école de la vie était bien plus efficace et bien plus enrichissante que apprendre quelque chose par un mec qui a dit que
si on faisait comme ça, peut-être que ça fonctionnerait. Non. Il faut te confronter à une situation physiquement pour en tirer des conclusions et apprendre de tes erreurs. Ça, c'est le b.a.-ba de la vie. C'est comme ça que tu éduques la plupart du temps tes enfants. Et c'est comme ça que tu avances. Tous ces gens, ces théoriciens qu'on a au gouvernement, des gens qui n'ont jamais été sur le terrain, qui, exemple avec Castaner par exemple, n'a jamais été fonctionnaire de police, ne connaît même pas, je pense, le code de déontologie. Ces gens-là qui sortent des théories ne sont pas efficaces. Ils sont là par intérêt, et les conséquences dramatiques qu'il en sort ne les touchent même pas, parce que c'est pas leur problème. Ils ont lu quelque part qu'il fallait faire comme ça, donc on fait comme ça. Donc oui, je suis pour la fin des idéologies et laisser place à ceux qui ont l'expérience du terrain, qui ont vécu des situations, qui ont sorti plus fort et qui peuvent aujourd'hui dire oui, j'ai fait comme ça, je me suis trompé une fois, du coup j'ai revu ma façon de faire et ça a fonctionné. Voilà. Là c'est concret, là on avance. Bonjour les Gilets jaunes. Bon, la question de la fin de l'idéologie, évidemment, nous interroge sur la pertinence de cet ancien clivage droite-gauche qui a été certainement valable pardon, au 19e et au 20e siècle, au moment de l'industrialisation, on va dire, de l'économie. Force du travail contre capital. Mais si tu veux, aujourd'hui, les paradigmes ont changé puisque le monde est mondialisé, le monde est global. Il y a une première mondialisation que j'appelle technologique, de la modernité, hein, les satellites, les bateaux, les avions, le téléphone, l'Internet, la 5G bientôt, hein, qui transforme ce vaste monde en un petit village en termes de communication. Et ce qui fait que ça change complètement le paradigme, si tu veux, les Chinois ou les Américains ou n'importe qui, ils n'en ont rien à fiche de la droite et de la gauche française. Comme nous, on s'intéresse très peu aux nuances politiques dans les différents pays, évidemment. Donc, est-ce que la droite ou la gauche peut répondre aux nouveaux enjeux, aux nouveaux paradigmes du XXIe siècle et de la modernité? Je ne crois pas. Je verrais plutôt le grand clivage, donc mondial, c'est la guerre ou la paix. Tu vois, la guerre, c'est la guerre, c'est des millions de morts, c'est des millions de réfugiés, des dizaines de millions de réfugiés depuis 30 ans. Hein, mais la guerre, c'est le camp de la guerre, c'est le camp de l'injustice sociale, évidemment. C'est le camp de la pauvreté, de la misère d'une partie de la population, et c'est le camp de la répression policière, évidemment, c'est le camp de la pollution, hein, c'est le camp de la société de consommation et des loisirs qui est donc destructrice, hein, qui est polluante. C'est le camp du capitalisme et de tous ces excès de l'ultralibéralisme, c'est-à-dire la loi du plus fort, la loi de la jungle. C'est pas du tout cadré, le libéralisme, l'ultralibéralisme. Ça, c'est le camp de la guerre, si tu veux. Peace and love, merci de faire de la place pour moi dans cette conversation qui s'appelle le rond-point 2.0. C'est un format un peu inhabituel. Il me semble à moi qu'on n'est pas dans la fin des idéologies, on est plutôt dans le repli sur les idéologies. Les gens arrivent à un niveau de souffrance tel qu'il faut qu'ils fassent quelque chose et ils butent sur le monde qui les entoure, qui ne réagit pas du tout comme ils veulent, même si j'essaie, j'y arrive pas. Et donc là, il y a un phénomène de repli. Alors, ceux qui sont catholiques se replient sur leur religion, ceux qui sont... peu importe, le nationalisme, fondamentalisme religieux, tu peux voir, si tu observes autour de toi, que les gens butent sur de la souffrance et ils se replient sur des vieilles idées. Donc j'ai pas l'impression qu'on est vers la fin des idéologies, j'ai plutôt l'impression qu'on est sur le repli et que tout le monde se replie sur son idéologie. À mon avis, c'est la phase 2. Les gens vont se replier sur leur idéologie et ils vont
puiser plus profondément dans ces idées auxquelles ils croient. Et ils vont réaliser que certaines de ces idées auxquelles ils croient fonctionnent et que d'autres ne fonctionnent pas. Et ça prend un long moment. Les êtres humains, ils peuvent continuer à faire des choses qui ne fonctionnent pas pour eux pendant très longtemps. Les êtres humains qui sont dans la dissonance cognitive, c'est-à-dire qui ne sont pas capables de réaliser, qui sont montés dans les tours et qui fonctionnent à 120 tours par minute, enfin 120 000 tours par minute, au lieu de 80, là, les gens qui ne sont pas capables d'observer, qui sont constamment un peu dans la dissonance cognitive, ces gens-là, ça peut leur prendre très longtemps avant qu'ils comprennent que l'idéologie qu'ils portent, c'est la raison pour laquelle ils ont la situation qu'ils ont. Donc, pour moi, le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas la fin des idéologies, c'est le repli sur les idéologies, ce que j'en observe. Et dans ce repli sur les idéologies, les gens ils vont commencer à appliquer, si tu veux, les choses auxquelles ils croient, et ça va leur permettre de réaliser ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors la fin des idéologies, quelque part je pense que c'est l'une des raisons principales qui instinctivement m'ont donné envie de m'engager dans le mouvement, c'est le fait de sentir que c'était pas un mouvement d'idéologues. Que c'était un mouvement qui était en train de se construire avec des gens différents, d'horizons différents, de couleurs politiques au départ différentes. Et du coup, en fait, c'est important que ça le reste aussi. C'est important, je pense, que le mouvement en ce moment, c'est vrai, ces dernières semaines, vu de l'extérieur, ressemble plus, en tout cas on voit beaucoup plus de signes de gauche ou de très à gauche que de droite ou de droitard. Je pense que c'est dommage, je pense qu'il ne faut pas, parce que ces gens-là sont aussi importants, ces gens-là composent le mouvement, composent le peuple en fait tout simplement. Et c'est important de justement pas tomber dans l'idéologie qui va dicter ce qu'on va faire sur le terrain, parce que en fait on a tous l'impression que nos valeurs sont les bonnes. Il y a évidemment des limites, il y en a certaines à combattre. Le racisme, le fait de vouloir baiser les gens, de vouloir profiter, capitalisme à outrance, etc. C'est assez évident, pour nous en tout cas. Mais c'est important de garder cette diversité. Et du coup, ça peut pas se représenter dans une idéologie. Si l'idéologie gagne le mouvement des Gilets jaunes, quelle qu'elle soit, elle exclura des gens. Et non, j'ai plutôt envie que ce mouvement soit celui de personnes qui construisent la loi au-dessus des lois, qui construisent les règles du système pour que chacun, avec ses valeurs, évidemment dans un esprit de bien commun, puisse trouver sa place. Voilà. Et l'autre chose qui me fait ressentir ce décalage avec l'idéologie et aussi les vraies puissances intellectuelles, c'est l'exemple d'Emmanuel Todd, par exemple, qui est un intellectuel que j'écoute beaucoup, que j'ai beaucoup écouté, qui m'inspire beaucoup, que je respecte énormément, c'est assez évident, beaucoup plus intelligent que moi, beaucoup plus cultivé. Quand il me parle de géopolitique, d'Europe, d'économie, j'écoute, je m'instruis, et dans la grande majorité des cas, enfin à 95%, j'adhère. Mais par contre, très récemment, je l'ai entendu parler sur une conférence du mouvement des Gilets jaunes et produire des analyses sur le mouvement des Gilets jaunes, sur les activistes qui le composent, etc. Et je le sais, je le vois, sur certaines analyses, il est un peu hors sol. Il est passé un peu hors sol. Et c'est assez intéressant de voir que ça va, c'est Emmanuel Todd, ça reste bienveillant, c'est pas bien grave. Mais de voir à quel point, oui, quand on est vraiment dedans, et quand on construit les choses en temps réel avec les gens qui le font, penser de l'extérieur, aussi puissant que l'on puisse être intellectuellement, toute la culture qu'on veut, ça remplace pas ce qui se passe sur le terrain. Nous ne sommes sûrement pas plus malins que les gens qui nous ont précédés. Mais ceux qui ont cru au communisme ou au fascisme, de bonne foi, étaient sans doute plus intelligents que nous, mais n'avaient pas Internet. Et ils n'avaient pas accès d'une manière aussi rapide que nous à l'information. C'est peut-être là notre force. Peut-être que l'époque également a changé. Mais je crois que c'est fini. Je crois qu'à part quelques obstinés, plus personne ne rêve de réinstaurer le communisme ou le fascisme en France. Là encore, il faudrait détailler et dire un peu précisément ce que sont les choses. Voilà. On est dans un monde de mensonges. Voilà.
Il faut bien le comprendre. On vous a énormément menti. Donc moi, je vais juste faire un petit rappel qui me paraît crucial, c'est que 1789, c'était pas une révolution. Ça a été un coup d'État par une petite, comment je vais vous dire, un petit groupe de personnes qui, 230 ans après, n'ont toujours pas lâché le pouvoir. Hein. C'est les mêmes. Voilà. On pourra les appeler les frères 3 points. Je crois que c'est crucial de comprendre ça. Si vous avez encore des réserves ou des doutes, vous avez le droit d'être mondialiste. Hein. Vous avez le droit d'y croire. Mais là, pour le coup, vous êtes nos ennemis. Parce que c'est la fin d'une époque. Hein. Mais leur objectif final, c'est de vous vendre en pièces détachées. Le but final du mondialisme, c'est de vous mettre en esclavage et de vous transformer en marchandises. Parce qu'il n'y a que ça encore qu'ils n'ont pas réussi à commercialiser. Mais ça va venir, hein. Ça commence. Voilà. C'est la prise de conscience, elle est là. Notre ennemi, c'est le mondialisme. Et ben nous, on veut pas. Nous, on est le peuple de France et on veut rester ce peuple de France avec toutes ses composantes. Mais c'est ça, nous on veut garder notre souveraineté. On veut rester des hommes libres sur notre terre. Nous sommes les descendants des Francs, c'est comme ça. Et on est un peu cabochards. La France qui nous nourrit se trouve... Et alors, qu'est-ce qui te ferait dire qu'aujourd'hui on va vers une espèce de doctrine gilet jaune ? Les gilets jaunes, c'est très intéressant parce que quel que soit le déclencheur, le déclencheur peut avoir été de la manipulation, peut avoir été des algorithmes Facebook qui font monter telle ou telle vidéo. Mais après, comment le peuple s'en est emparé et comment le terrain s'en est emparé, on est sur quelque chose sur le bien commun déjà, donc ça c'est bien. C'est-à-dire que c'est pas des intellectuels en fait, les gilets jaunes. C'est pas des poètes, c'est pas des intellectuels, c'est pas... c'est des producteurs, c'est des mecs de soviet, quoi, tu vois. C'est des mecs de kolkhoz. Et c'est pour ça que toutes les récupérations politiciennes, c'est voué à l'échec. Parce que ces mecs-là sont dans leur tour de verre à Porte de Montreuil, la CGT, et puis, ou la France Insoumise, Mathilde Panot... Ils sont logés dans le 6e ou le 7e, voilà. Bon, mais ils connaissent pas le terrain. Ils ont été coupés du terrain, ils ont été corrompus. Les Gilets jaunes, c'est une association, c'est une fédération de milliers et de milliers de profils différents. Il y a de la mère de famille, il y a de l'employé précaire, il y a du mec qui s'en sort bien, il y a de l'auto-entrepreneur, il y a du mec radié du RSA, il y a tout ça. Mais tout ça pour le bien commun, tout ça, ils bossent ensemble en plus, les mecs. Ils font des trucs. Et ça marche. Ils font des circuits courts, ils font des circuits d'entraide. Ils montent des OP. Ils ont fait trembler l'oligarchie le premier, et puis les valets servis de l'oligarchie le 1er décembre et le 16 mars. Derrière les gilets jaunes, c'est la fin de l'individualité, de l'individualisme. L'individu est remplaçable, l'individu n'est rien finalement, c'est le groupe. C'est un paradigme, c'est un changement de paradigme. Tu vois ce que c'est une nouvelle page en fait. C'est une mode de fonctionnement, de pensée, intelligence collective, bien commun, horizontalité, transparence, instantanéité. C'est-à-dire que depuis 9 mois, les gens se sont rendus compte que dans la rue, dans la vie, rien ne se passe comme à la télé ou comme on veut bien nous faire croire, encore une fois les théoriciens. Et de mettre en place ce partage d'informations et d'expériences renforce le côté humain, renforce la puissance du mouvement. Donc tout ce qui se passe depuis des mois, des années, des décennies, parce qu'on a aussi les récits des anciens, encore une fois, qui te guide en te disant non, faites pas ça, c'est une perte de temps. Ok, on prend en note, on va dire autrement. Toutes les actions qu'il y a sur le terrain, toutes les vérités qui sortent, toutes ces choses-là font du mouvement Gilets jaunes une puissante arme contre ce système. Voilà. Vous voulez combattre le système, fédérez. Vous voulez combattre le système, réunissez-vous, entendez-vous, aimez-vous. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc je suis pour une doctrine complète Gilets jaunes. Le terrain pour la vie.
l'expérience, les douloureuses expériences dans la plupart des cas pour ceux qui se plaignent aujourd'hui. Ouais, carrément. Donc, je suis complètement pour une doctrine gilet jaune, pour mettre en place tout ça au fil du temps. Alors, on dit gilet jaune, mais citoyen aussi. Citoyen, citoyenne. Je pense que tous les gens ont leur mot à dire, tous les gens ont leur pierre à apporter à l'édifice, ce qui est expérience pratique de la vie. C'est-à-dire que, regarde, tout bêtement, j'ai appris plein de choses depuis que j'ai commencé les gilets jaunes que je pouvais faire, au lieu de me plaindre et de gueuler, ouais, c'est trop cher. Ouais, mais t'as une alternative, mon petit père. Tu peux faire tes trucs toi-même. Ah, ouais, c'est pas faux. C'est vrai. Merde, faut être con, quand même. Ouais, bah oui. Ok. Et du coup, bah, avant même de combattre ce système, combats-toi toi-même. Ah. Alors, ça sort un peu du contexte. Mais je trouve que c'est la plus grande gifle que tu peux prendre humainement. C'est-à-dire te remettre en question toi-même. Voilà. Donc c'était pour la deuxième question, c'est ce que je pense. Je pense que c'est la doctrine gilet jaune, citoyenne en général. Travailler pour le bien commun, c'est la plus belle des choses. Voilà. D'accord, tu ne peux pas être responsable et irresponsable. Je l'ai déjà dit. Voilà, le camp de la paix, c'est celui évidemment de la solidarité, du partage, de l'attention aux prochains, aux petits vieux. Enfin voilà, normalement, le camp de la paix, t'as pas de petits vieux qui meurent en fin de mois, de faim, tu vois. Donc voilà, moi je vois ce grand clivage-là. Après, ça prend plusieurs formes, etc. Mais tu vas t'apercevoir, et d'une manière générale, tu t'aperçois que voilà, tu peux vraiment diviser le monde simplement de cette manière-là. Et les gens qui vont, tu écoutes les gens, est-ce qu'ils te parlent de paix ou est-ce qu'ils te parlent de guerre? Est-ce qu'il va vers la paix ou est-ce qu'il va vers la guerre? Moi je pense que c'est le grand clivage politique du XXIe siècle, la guerre ou la paix. Il faut que les Gilets jaunes soient évidemment dans le camp de la paix, dans le camp de la non-violence, du rappel des armées, dans le camp du développement de l'Afrique et de la reconstruction de l'Orient, tu vois, pour arrêter les réfugiés, etc., etc. C'est ça voilà, il faut de la justice sociale en France, hein, c'est-à-dire évidemment protéger. C'est les grands axes, les deux grands axes. Hein. Protéger le peuple faible, si tu veux. Donc c'est une nouvelle donne sociale face au nouveau paradigme économique de la mondialisation pour protéger cette partie des Français. Et puis, on veut plus de démocratie. Hein. Le RIC, c'est ça, c'est plus de démocratie. Donc c'est plus juste. Tu vois, on veut pas de la violence, on la veut pas en vérité. C'est peut-être un outil pour certains, mais ce n'est pas un objectif. D'accord? L'objectif, c'est plus de démocratie, donc c'est moins de violence, évidemment. Et donc voilà, on revient dans ce grand paradigme de la guerre ou la paix. Est-ce qu'une pensée gilet jaune, est-ce qu'une doctrine est en train de naître? Oui. Nous y participons. On n'est pas les seuls, c'est à chacun de faire sa part du boulot. On mise sur l'intelligence collective. Et pour le moment, je trouve que ça marche. Voilà, je crois que vous êtes en train tous d'ouvrir les yeux, je crois que nous ouvrons tous les yeux. Quoi qu'il en soit, c'est un combat qui n'arrêtera pas. À partir du moment où on a compris ce qui se passe, on continuera, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit visiblement, publiquement sur l'internet ou ailleurs, ou que ça soit dans les caves ou les catacombes. On continuera, c'est comme ça. À partir du moment où tu as compris, on n'a pas le choix. C'est notre avenir, c'est l'avenir de nos enfants. Ils veulent vous réduire en esclavage. Hein. Sommairement, c'est ça. Oh, une cage dorée, hein. Vous aurez des clips de hip-hop, vous aurez du sexe à gogo, vous aurez vos petits vaccins pour bien protéger votre santé. Bon aluminium à tous. Et puis c'est tout. Il faut continuer d'y croire. Et puis, on a du pain sur la planche. Donc voilà, haut les cœurs. Vers une doctrine gilet jaune, non. À mon avis, je vois pas une doctrine gilet jaune s'installer. Je pense que le groupe est beaucoup trop grand. Je pense que le groupe social est beaucoup trop conséquent pour croire que quelque chose va émerger d'un groupe aussi grand. Je crois que les problèmes auxquels on est confronté, ils sont beaucoup plus dans la proximité. On ne connaît pas le nom de nos voisins, on n'est pas capable de se mettre d'accord avec notre voisin d'en face. Et c'est ça le problème social qu'on a. Alors ce problème social, c'est comme un virus qui a été placé à l'intérieur de la population. On nous a créé des vies dans lesquelles on ne parle pas avec nos voisins pour qu'on ne puisse pas s'organiser avec nos voisins, avec nos quartiers, avec nos communes. C'était le but. Donc on est dans une situation
dans laquelle maintenant on est confronté à un groupe qui se comprend comme globalisé, nous les gilets jaunes français, et malheureusement le problème est avec le voisin d'en face. Donc est-ce qu'on va vers une doctrine gilet jaune? Non, je crois pas, mais je crois que dans ce repli des gens sur ce à quoi ils croient, on va voir un moment, si tu veux, où il va falloir parler avec son voisin. Tu vois ça sur les ronds-points. Il va falloir commencer à parler. Mais là, ils ont initié la conversation, mais ils n'ont pas décidé de travailler ensemble, si tu veux. Il n'y a pas de solution aussi longtemps que oh, mais toi, t'es un con, je veux pas travailler avec toi. Bon, bah là, il n'y a pas de solution. Le vrai progrès, le développement de la doctrine, il arrive quand tu dis ah, ok, t'es un con, mais je vais travailler avec toi et je voudrais dresser des règles qui me permettent de travailler avec toi. Ça, c'est la deuxième phase. Mais la troisième phase, c'est d'avoir des règles qui fonctionnent. Parce que si tu fonctionnes avec des gens, tu crois que c'est des cons, et que tu crois qu'à cause d'eux, ça n'a pas fonctionné, et que le cœur n'y est pas, que ce système-là ne fonctionnera jamais. C'est-à-dire que là, il y a un problème vachement plus fondamental de travailler avec des gens avec qui tu n'es pas d'accord, de pardonner des gens qui t'ont fait du mal. Ces concepts-là, c'est le niveau au-dessus. Spirituellement. Et pour commencer le développement de cette doctrine, il va falloir aller le niveau au-dessus. Mais comme j'ai dit dans la première partie, on se replie sur ce à quoi on croit, ensuite on puise sur ce à quoi on croit pour trouver des solutions, et ensuite on découvre qu'il y a des choses qui sont bonnes, des choses qui ne sont pas bonnes, et à partir de là, on commence à se focaliser sur les unes ou sur les autres. Et c'est comme ça que la doctrine apparaît. Mais là, on est loin de ça, à mon avis. On est loin de gens qui puissent travailler avec des gens très différents d'eux en France, à mon avis. On est loin de ça pour l'instant. Alors l'avantage que ce soit moi qui ai monté cette vidéo, c'est que contrairement à mes collègues qui m'ont envoyé séparément leurs vidéos sans pouvoir consulter celles des autres, moi j'ai pu consulter celles des autres, forcément, en prendre connaissance. Et puis là je me sers de ma pause dans le camion pour... Je ne peux pas m'empêcher de profiter de cet avantage pour répondre un petit peu à Christophe. Et je suis pas d'accord, parce que je pense que l'océan qui nous sépare, puisqu'il est à Los Angeles, et le fait qu'il est forcément, du coup, il peut pas être avec les gilets jaunes dans le montage d'opérations, etc. Il a un petit regard extérieur et décalé, fait que moi, ça correspond pas du tout au retour terrain que je fais en fait, parce que oui, clairement, il y a, je sais pas si j'aurais utilisé ce mot doctrine, mais bon, je vais l'utiliser. Oui, je pense qu'il y a une doctrine gilet jaune qui est en train de naître, en train d'apparaître du terrain. Je suis en train de monter une opération avec des gilets jaunes éparpillés en France pour vous faire une vidéo dans quelques semaines. Je vous en dis pas plus pour l'instant, vous verrez le projet apparaître en temps voulu. Et en fait, la façon de procéder, la façon de travailler avec ces gens-là que je connais à peine, elle est limpide, elle est fluide. Les gens sont là parce qu'ils ont envie de participer, parce qu'ils ont envie de faire avancer les choses. Ils arrivent avec leur sincérité, avec leur engagement, on se fait confiance. Il n'y en a pas un qui parle plus haut que l'autre. Les gens savent s'effacer. Ça marche pas comme ça aussi bien dans le travail. Quand on monte une équipe au boulot, le manager a beaucoup plus de responsabilités que l'équipier, que l'employé, etc. Même quand on fait du sport et c'est hyper dur, c'est hyper long d'avoir un vrai esprit d'équipe qui fonctionne. J'ai fait partie d'un groupe de musique pendant des années. C'est super compliqué, c'est super dur. Je ne dis pas que c'est uniquement propre aux gilets jaunes, ça existe dans d'autres groupes, mais en tout cas pas à cette échelle. Et pas avec ces enjeux politiques derrière. C'est unique. Et c'est vraiment, je pense, effectivement une nouvelle doctrine. C'est le fait que on peut avoir individuellement la meilleure idée du monde, créer la plus belle pensée, avoir les plus belles valeurs. Si on ne passe pas tout ça au filtre de l'intelligence collective et au fait de monter réellement une équipe pour créer quelque chose de concret sur le terrain, qui soit réellement effectif, ben en fait on peut avoir la meilleure idée du monde, etc. Ben, ça vaut pas grand chose en fait. Et c'est ça qui émane vraiment de ce mouvement et de cette façon de travailler qu'ont les gilets jaunes, les activistes qui sont encore dans le mouvement aujourd'hui et tous ceux qui tournent un petit peu autour mais qui ont vraiment les mains dedans. Et c'est finalement l'intelligence collective, le travail d'équipe qui refaçonne les individualités au profit du bien commun. N'est-ce pas, Eric ?
Le plus dur est fait, on ne lâchera rien, on a déjà gagné. Je pense qu'on est vraiment des amateurs et qu'on est justement, c'est aussi une de nos forces, c'est que nous sommes des gens du peuple, tu vois, nous ne sommes pas des sommités ou des célébrités, voilà, nous sommes des citoyens comme tout le monde. Et donc on se rassemble effectivement donc avec nos idées différentes, nos points de vue différents, nos caractères différents. Il y a eu un peu de clash, il y a eu un peu de... Mais malgré tout, il y a énormément de consensus, énormément de cette fameuse intelligence collective. Moi, je ressors toujours avec des idées, des réflexions nouvelles. Hein, voilà, ça, on rebondit sur ce qui a été dit au rond-point 2.0. Et voilà, donc j'aime beaucoup l'expérience, si tu veux. Et je vois, je comprends que ça devient presque un rendez-vous pour toutes sortes de gens, gilets jaunes ou non gilets jaunes, hein, et qui prennent un peu, à travers ce rond-point 2.0, qui prennent un peu la température du mouvement. Et donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Alors je sais qu'il va y avoir des complications là sur l'organisation de live, etc. Enfin que la formule Hangout va disparaître. Bon, on va voir ce que ça va donner, mais je pense que, voilà, encore une fois, notre présence YouTube n'est pas terminée, loin de là. D'ailleurs, voilà, ce principe ce soir, grâce au montage et au travail toujours excellent, de plus en plus bon de Sanglier, le Sanglier jaune, voilà, on arrive, ceci dit, à faire un petit numéro sympa. Donc, voilà, pour le bilan, hein, j'ai été très touché, on peut dire, à l'Assemblée des Assemblées de Monceau-les-Mines quand des Gilets jaunes sont venus pour nous féliciter de ce travail, voilà, et nous expliquer qu'ils l'écoutaient avec attention, qu'il y avait des sujets intéressants et que la formule était bonne, si tu veux. Donc c'était vraiment très bien ça. Voilà, et pour les perspectives, écoute, je crois que voilà, on ne change pas une équipe qui gagne, une formule qui gagne en tout cas. Moi j'espère effectivement que, alors je suis dans mes histoires de déménagement, donc a priori je devrais en septembre être au moins connecté avec une véritable box, ce qui me permettra d'avoir une véritable connexion, parce que là j'ai une très mauvaise connexion pour participer au live. Donc voilà, et on va continuer, je pense qu'on va bien... travailler les thématiques des municipales. Pareil, à la rentrée, insister sur cette question de syndicats de prisonniers et de blessés gilets jaunes. Donc pour moi, le rond-point 2.0, c'est un véritable outil pour continuer cette lutte. À notre petit niveau, on essaye de faire ce qu'on fait le mieux, c'est à savoir échanger, parler, amener de l'information, encourager les autres. Je crois que c'est notre travail, notre fonction, elle est là. Que ça plaise ou que ça déplaise. Personne ne vous oblige à regarder. On est représentatif que de nous-mêmes, chacun parle en son nom propre. Simplement, on a la capacité à s'écouter, à se rassembler. Et puis, à partager des bons moments, des moments d'échange, des moments d'intelligence. Moi, j'aime bien ce qu'on fait. Alors évidemment, j'en fais partie, hein, fatalement. Mais franchement, j'invite les autres à faire de même. Rassemblez-vous, peu importe que ça soit sur l'internet ou même simplement dans des groupes de discussion que vous créerez au sein de vos familles, au sein de vos cercles d'amitié. Mais par contre, l'important, c'est que l'information circule. C'est d'essayer, il y a un fil ténu qui s'appelle la vérité. Mais ce fil-là est très solide. Et quand vous avez saisi, vous pouvez tirer, vous allez voir, hein, vous allez détricoter tout. Et on vous a beaucoup menti, on vous a vraiment baratiné. Nous, on essaye de faire ça, on est à la fois des chercheurs et à la fois des lanceurs d'alerte. Je crois qu'on peut se voir comme ça. Libre à vous de nous croire, de ne pas nous croire, de nous faire confiance ou pas. Certaines choses qu'on vous dira vous plairont, d'autres vous déplairont, c'est comme ça, c'est humain. Personne n'a la vérité absolue. Hein. Ou en tout cas, l'avoir c'est une chose et pouvoir la dire, la transmettre sans heurter les oreilles sensibles des autres, c'est pas évident. On essaye modestement. Mais en tout cas, moi je peux vous dire qu'à titre personnel, je m'éclate et que je suis vraiment fier de partager ces émissions avec les copains, ceux que vous connaissez, et ceux qui viendront par la suite nous rejoindre parce que la porte est ouverte et chacun peut venir discuter avec nous. Il y a juste, voilà, on a une charte ou un petit cahier des charges, c'est simplement de savoir se tenir en société. Évidemment,
si tu es trop énervé, si tu es trop hystérique, c'est pas possible. Mais il faut que tu comprennes aussi. C'est simplement pour les autres qui nous écoutent. Voilà. Après, vraiment, on peut parler avec tout le monde. Voilà. Ce mouvement est toujours horizontal. Il n'y a pas de leader, mais que les gens qui ont une bonne prise de parole parlent aux autres et soient prêts à s'amender ou à se corriger si c'est nécessaire. Voilà. On est dans ce travail d'ouverture et puis on va continuer. Hein. On va le faire longtemps parce que voilà, on ne peut plus reculer. Voilà, c'est trop tard. On se bat contre des démons de l'enfer, littéralement. Bah ouais, hein, quand Castaner il fait éborgner des gens, je suis convaincu que c'est volontaire. Je suis convaincu que c'est volontaire. Ces gens sont capables de tout. Et nous on continuera avec bienveillance et ces gens finiront par travailler, par être jugés dans les tribunaux populaires et par devoir finir leur vie à travailler honnêtement et à gagner leur argent à la sueur de leur front et à l'usure de leurs mains, comme nous on fait, d'une manière ou d'une autre. C'est tout. Au final, la plus belle des choses, c'est pas d'avoir retrouvé ce côté humain. Parce que si tu prends le système mondialiste, européen, ce système en fait qui fait des dégâts depuis des centaines d'années, ont utilisé l'arme humaine la plus puissante pour agir, c'est-à-dire l'ego. L'ego et le paramétrage au niveau de la division ethnique, religieuse, vestimentaire, ça va loin, matérialiste. Tout ça, ils ont utilisé la plus puissante des armes, c'est-à-dire l'ego. Comment tu vas regarder ton voisin, comment tu vas le juger. Et ils t'ont mis plein de petites cases pour histoire que toi, tu paramètres directement à la vue de quelqu'un, à sa façon de s'habiller, à sa façon de parler, à sa façon de bouger. Tu vas le juger. Tu vas le mettre dans une case avant même de l'écouter. Et le mouvement des Gilets jaunes a fait en sorte, entre guillemets, c'est pas encore 100%, mais a fait en sorte de briser ces barrières et de mettre un petit peu tout le monde au même point. Voilà. C'est-à-dire que tu sois habillé que tu aies des tongs en short ou que tu aies un costard cravate, et tu es dans la même merde. Il faut te le dire. Et tu combats le même ennemi. Et ça, les Gilets jaunes ont fait fort pour ça. Et c'est la plus belle des choses, c'est de se retrouver humainement. Pour moi, c'est la plus belle chose et la plus belle expérience du rond-point 2.0 et en général. Tout ça, ça fait que on a brisé toutes les barrières et toutes les chaînes qu'on nous avait mis intellectuellement. Pour les perspectives, alors, du rond-point, je n'ai aucun doute que ça va continuer dans la bienveillance et dans la construction d'actions et de réunions sympathiques et tout, parce que les gens du rond-point sont extra. La communauté qui entoure aussi le rond-point sont fort sympathiques et sont à l'écoute en général. Il y a du partage, il y a de l'idée, voilà, c'est propre. Et pour finaliser tout ça, je dirais, on lâche pas, on peut pas. La marche arrière, il y en a pas. Voilà. On peut pas reculer aujourd'hui. On est dedans, peu importe le temps que ça prendra, on sortira vainqueur de ce combat. Okay. Dans ma vie, le bilan, c'est très important qu'il soit très, très froid et très objectif. Moi, je vis avec la croyance que mon monde intérieur se manifeste à l'extérieur. Que je prends la responsabilité de toute mon expérience. Et je crois, c'est une croyance que je maintiens à l'intérieur de moi. Je fais des choses pour continuer de croire ça, que ce qui m'arrive et tout ce qui se trouve autour de moi, c'est un reflet de ce que je pense et de ce que je ressens. Et je vois rien d'une autre manière, c'est ce que je crois. Donc quand je vois les gilets jaunes, je regarde ce qui leur arrive et c'est un reflet de comment ils se sentent. Et oui, c'est assez clair pour moi. Le bilan, c'est si l'énergie qui t'anime, c'est la colère et le ressentiment, c'est ça qui va te revenir en plein visage. Alors c'est pas méchant, c'est une croyance, je vis comme ça. Mais pour moi, si le moteur c'est la colère,
La colère est mauvaise conseillère. Elle va te faire faire des choses qui vont te mettre dans des positions où ça va pas bien se passer pour toi. C'est pas bon la colère. Donc le bilan, c'est la colère, ça marche pas. Arrêtez la colère et soyez plus objectif et plus froid avec vous-même. Soyez plus moins émotionnel. Et puis, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Et si ça marche, continuez de le faire. Et si ça marche pas, arrêtez de le faire. Mais ne continuez pas de faire des choses parce que vous y croyez dogmatiquement alors que ça marche pas. Et depuis une observation extérieure, la colère, ça marche pas. La perspective, oui, moi j'ai une perspective à partager. Abolissons la faim. C'est pas un problème d'horizontalité, de verticalité, d'assembler des assemblées, de couleur du maillot. C'est juste, c'est une vraie idée à laquelle tout le monde peut adhérer et tout le monde peut participer. C'est positif, c'est pour, c'est pas contre. Et aussi longtemps que les gilets jaunes, vous serez dans des objectifs contre, à mon avis, spirituellement, l'ennemi, il sait gérer ça. Donc ça marchera pas, à mon avis. Il va falloir trouver quelque chose qui est pour le bien commun et auquel tout le monde peut participer. Et moi, je suggère, abolissons la faim. Abolissons la faim, nous allons leur montrer un monde de paix. Par rapport au rond-point 2.0 et à notre travail sur le rond-point 2.0, là, toi, en 2 minutes, un espèce de un petit bilan et une perspective là pour la rentrée. Le rond-point 2.0, c'est quoi? C'est des youtubeurs, c'est des individualités qui travaillent en commun, qui font l'intelligence collective pour le bien commun. Pas pour leurs pommes, pas pour monétiser, etc. Enfin, il y en a qui survivent comme ça, mais ils font pas ça pour se payer des Porsche ou, tu vois, avec un plan média derrière ou quoi que ce soit. Ils sont là pour bosser pour le bien commun. Et ils mettent leur caractère, leur sensibilité, leur passé d'activiste ou de mec encarté ou politique de côté. C'est passé. Et puis là, ils savent très bien qu'on a tourné la page, qu'on passe à autre chose. D'autres états de vibration, comme dirait Christophe, tu vois. Quelque chose de beaucoup plus subtil, où finalement l'individu n'a d'intérêt que parce que il fait partie de quelque chose de bien plus grand, tu vois. Et l'ego disparaît finalement au service du travail en équipe, en service de quelque chose de plus grand. Moi, j'aurais peut-être envie de dire que l'ego, tu vois, moi j'ai pas la sensation d'en être dénué là avec mon travail dans le rond-point ou ce que je fais, mais par contre en fait il est au service du collectif, c'est-à-dire que ce qui va me servir à moi va servir aux autres, et c'est l'élément clé qui oriente mes choix, quoi. C'est-à-dire de me dire voilà, là je sens que je profite de mes talents pour le bien commun, quoi. C'est pas à la fin ça va se retourner vers moi, les lauriers vont se retrouver vers moi. Non, au contraire, c'est ce que je vais pouvoir apporter sert aux autres et va donner une caisse de résonance à tout un tas de gens qui ont instruction, motivation, partage d'infos. Voilà, t'es un gros neurone, quoi. T'es un gros neurotransmetteur. Enfin, plutôt, t'es un neurotransmetteur. T'es entre les neurones et tu permets que, en plus, c'est ludique, en plus, c'est sympa, en plus, tu vois, il y a plein de choses. Mais il en faut pour tous les goûts. C'est-à-dire que des gens peut-être plus spirituels ou tournés musique, un peu à la Christophe, vont peut-être un peu moins accrocher au message que toi, tu peux, quelle que soit la qualité du message, que tu peux donner. Donc c'est bien qu'on soit tous différents. Mika il a son style, tout le monde, le maquis a son style, etc. Ça se recoupe, j'imagine que les communautés se recoupent beaucoup. Mais voilà, c'est du neurotransmetteur en fait. On est des facilitateurs d'idées, de concepts d'idées pour le bien commun toujours. L'intérêt collectif entre des individualités qui se rendent compte que en fait il y a quelque chose de plus grand. Alors tu peux être passé dans la spiritualité ou juste dans l'athéisme, c'est un groupe d'individus qui décident de vivre ensemble et puis que ça fonctionne bien, c'est-à-dire qu'on laisse pas crever nos vieux, que on n'apprenne pas des saloperies sexuelles à des enfants de 8 ans, que voilà des choses de base, ce qu'on appelle la loi naturelle. Comment tu verrais notre rentrée en septembre? Toi, tu aurais envie de quoi? Hein? On est en interview là? Non. Non. Non, bah écoute,
tu peux continuer à mettre ton groin dans plein de... Dans tous les ronds-points. Dans tous les ronds-points, le groin. Dans la rentrée du rond-point 2.0, comment tu la vois, toi? Je sais pas, on continue. Et puis, on est des neurotransmetteurs. Il y a des facilitateurs, tu vois, des neurotransmetteurs chimiques, des choses différentes qui fonctionnent différemment avec différents types de neurones. Mais tu vois, c'est une usine à neurotransmetteurs, donc ça facilite les passages, les retours d'expérience. Voilà, j'espère que tu vois, sur les trucs, les gros péages, les choses comme ça, bien réinsister sur la sécurité, bien réinsister sur les trucs, l'air de rien, ça peut-être éviter un accident, tu vois, ou peut-être même un mort, tu vois, donc des gens, etc. Donc, tu vois, c'est réinsister là-dessus, je sais pas, putain, mais nous, on n'a pas été formés pour ça, quoi, tu sais, on est... on vient de terrain, en fait, tu vois, c'est très pragmatique, c'est être ce lien en fait entre l'internet, le YouTube et le terrain, finalement, c'est un peu ce qu'on est, quoi, quelque part. Chacun a notre méthode, a notre façon, avec nos personnalités et le travail qu'on fait, mais c'est vraiment un peu l'objectif quand même, non? Ouais, c'est évident. Ouais. Après, Christophe, il est plus excentré, mais il a aussi un regard qui est un peu décalé, tu vois. Et puis avec tous les gros trucs de l'affaire Epstein, et puis quand même le là de l'oligarchie est quand même donné aux États-Unis, donc c'est intéressant d'avoir un gars qui pense comme nous, enfin qui a le même schéma mental, tu vois, en français, qui est là-bas et qui donne un point de vue un petit peu décalé, une sorte de rétro-boucle, tu vois, une boucle de rétro-contrôle, tu vois. Et puis on est tous différents. Le Mikey, il est beaucoup plus sur Alès, Égard, voilà, c'est quand même de la petite et moyenne ville. Ah oui, il y avait un dernier truc que je voulais dire aussi. C'est qu'évidemment, ce rond-point m'a permis de rencontrer toutes sortes de personnes, un réseau, dans un sens de créer un réseau de gens de valeur. Hein, aussi bien les gens sur le rond-point que des gens à travers les chats, etc., les vidéos, et à l'Assemblée des assemblées. Salut à Eric Denis et salut à Gilbert des Sables d'Olonne et à tous les autres. Et salut à Sanglier, salut à Mika qui prend des coups, salut à Ernesto, salut à Martial, salut à Mishka, salut à Christophe, évidemment je vais sûrement en oublier. Voilà, on a vu passer quand même pas mal de monde, c'était plutôt sympa. Il s'est passé quelque chose quand même sur ce rond-point, c'était vraiment quelque chose de positif, et donc il faut continuer. Et dis-moi, là, pour les biens de ma fin d'interview, un petit mot de la fin. C'est une interview, ça. Force et honneur, on lâche rien, à ou quoi? Comme d'hab, monter des équipes bande de glands. On lâche rien, évidemment qu'on lâche rien. Putain, si on fait pas le boulot, qui c'est l'autre qui va faire le boulot? Tu crois que c'est les syndicats? Tu crois que c'est les partis politiques? Leur patron, il bouffe au siècle ensemble, ils ont rien à foutre de nous. Donc on y va, Mishka, force et honneur alors. C'est comme ça, force et honneur, on ne lâche rien. Force et honneur, mon lapin. Ah où? Ah où. C'est une affaire à suivre. Et que Dieu vous bénisse. Hein? Le plus dur est fait. On ne lâchera rien. On ne lâchera rien. On ne lâchera rien. On ne lâchera rien. Entre lui et toi, moi je fais plus confiance à toi qu'à lui. Ouais, écoute. Le mec, il a une phase de victime avec un corps de lâche.